Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir à cette première conférence du cycle qui accompagne l'exposition Champollion 1822 et l'Égypte ancienne retrouva la parole. Alors je vous rappelle que chaque semaine jusqu'à la clôture de l'exposition le 25 octobre, vous pouvez assister à une conférence qui traitera, disons, d'un des aspects de l'exposition. Alors vous trouverez le programme de toutes ces conférences sur le site du collège. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fin des hiéroglyphes et de la naissance du mythe qui est né autour de cette écriture. Alors mon propos comblera une lacune qu'on ne pouvait pas vraiment éviter entre la première section de l'exposition, qui permet aux visiteurs de s'immerger dans le monde des écritures anciennes, égyptiennes, c'est-à-dire les hiéroglyphes et puis ces versions cursives qui en découlent, le hiératique et le démotique, et la deuxième section qui est consacrée au regard porté sur les hiéroglyphes par les intellectuels qui s'y intéressèrent et cherchèrent à les comprendre depuis la première Renaissance jusqu'à 1822, l'année de la lettre à Monsieur d'Acier, Champollion. Le déclin puis la disparition des écritures relevant du système hiéroglyphique se sont produits dans des conditions qui ne sont pas sans avoir contribué à la formation du mythe qui s'épanouira durant toute l'époque moderne et dont les origines remontent à la conception que les Grecs qui vivaient en Égypte ou qui visitèrent l'Égypte se firent de la culture graphique égyptienne au moment où ces écritures commencent à s'étioler. Alors c'est une histoire qui mêle culture égyptienne et culture grecque, deux cultures qui coexistaient depuis qu'Alexandre le Grand, après sa conquête de l'Égypte de 332 avant Jésus-Christ, depuis qu'Alexandre le Grand avait fait, à la suite de cette conquête, de l'Égypte un royaume hellénistique dont la langue administrative était le grec, primat que les Romains maintinrent lorsque l'Égypte passa sous le joug de Rome. Alors avant de nous intéresser au regard des Grecs sur les hiéroglyphes, je vous propose de suivre pas à pas le contexte dans lequel cette écriture va peu à peu péricliter. Alors si le premier traité grec sur les hiéroglyphes, celui de Chérémon, comme nous le verrons, date du 1er siècle après Jésus-Christ, ce n'est probablement pas un hasard. C'est le siècle qui marque le plus visiblement la récession des écritures hiéroglyphiques. Alors certes, le dernier emploi attesté des hiéroglyphes est bien postérieur et date de 394. Vous avez ici les derniers hiéroglyphes attestés. Il s'agit d'une inscription apposée sur un mur du temple de Philée qui se trouve cependant dans un contexte de survie un peu artificielle des cultes égyptiens, puisqu'il s'agit d'un temple qui se trouve dans l'extrême sud de l'Égypte. Nous verrons plus tard dans quelles conditions il fut fermé, et ce sont des conditions qui ne sont absolument pas caractéristiques de la situation linguistique et graphique de l'Égypte depuis plusieurs siècles. Alors notons malgré tout qu'un papyrus de Barcelone, qui vient d'être publié il y a peu de temps, prouve que des graveurs professionnels de hiéroglyphes, ce qu'on appelle des hiéroglyphoi, étaient encore en activité à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle à Oxyrhynchos, donc en Moyenne-Égypte. Il s'agit donc d'une preuve qu'on gravait encore des hiéroglyphes à peu près à la même époque que la dernière inscription que je viens de vous montrer. Déjà depuis longtemps, les hiéroglyphes étaient cantonnés au seul domaine épigraphique. Sur stèle, comme évidemment la fameuse pierre de Rosette, qui date de 196 avant Jésus-Christ, ou celle de Cornelius Gallus en 29 avant Jésus-Christ. Et évidemment, c'est surtout sur les parois des temples égyptiens que les hiéroglyphes pouvaient se déployer. En même temps que leur emploi se restreint au sanctuaire,
les affichages bilingues dans l'espace public ayant petit à petit disparu, les hiéroglyphes subissent, durant l'époque ptolémaïque, donc l'époque grecque, une profonde mutation. Le nombre de signes explose, puisqu'on passe d'à peu près 700 sous l'Ancien Empire, donc aux alentours de 2750-2250, on passe à plusieurs milliers. Et les valeurs de chacun de ces signes se multiplient. On assiste alors à une complexification du système hiéroglyphique qui se poursuit à l'époque romaine, qui le rend de plus en plus difficilement maîtrisable. On a d'ailleurs employé à son sujet le terme impropre de cryptographie. L'exemple extrême nous est fourni par deux litanies du dernier temple égyptien, celui d'Esna. Donc nous sommes au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui offre le meilleur exemple d'une écriture à valeur, dirais-je, iconique, poussée à l'extrême, où, comme vous le voyez, le signe du crocodile dans une de ces litanies et celui du bélier dans l'autre sont répétés, accompagnés de hiéroglyphes leur donnant un sens diversifié permettant de conférer à ces textes une valeur discursive, dont le sens d'ailleurs est toujours discuté. Certains ont proposé de voir dans cet ésotérisme croissant de l'écriture hiéroglyphique la cause de sa propre fin. Les raisons sont plus certainement politico-économiques. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les empereurs mirent un frein au soutien matériel que le souverain était censé apporter en matière de construction, de rénovation, de décoration, d'entretien des lieux de culte égyptiens. L'activité de construction connaît une diminution à partir d'Auguste, une forte réduction après Antonin le Pieux, donc 138-161, et une totale disparition vers le milieu du IIIe siècle, avec les temples de Komombo et d'Esna. Donc Komombo sous Macrin et Esna sous Dès. Avec les temples, disparaissent les hiéroglyphes auxquels ils offraient l'espace unique où ils pouvaient se déployer. Alors il en va de même avec le hiératique, cette cursive dérivant des hiéroglyphes, qui depuis longtemps déjà n'était utilisée que par les prêtres pour les textes littéraires et religieux copiés sur papyrus. Les derniers textes en hiératique datent de la fin du IIe siècle. Le ralentissement puis l'arrêt de l'activité des temples ont eu une conséquence directe sur la culture égyptienne traditionnelle au sens large. Ce sont en effet les temples qui non seulement maintenaient la flamme de l'antique religion égyptienne, l'observance de leurs rites, de ces rites complexes, la connaissance des dogmes dont les prêtres seuls maîtrisaient les arcanes, mais aussi dispensaient dans le cadre de ce qu'on appelait les maisons de vie, l'enseignement de la vieille écriture égyptienne, de la vieille écriture hiéroglyphique, du hiératique et à l'époque gréco-romaine du démotique, sur lequel je vais revenir dans un instant. On a deux très beaux exemples papyrologiques de l'étiolement de l'enseignement des hiéroglyphes et du hiératique qui aboutit à une déculturation partielle et à l'abandon des écritures. Alors, le premier est le fameux onomasticon de Teptunis. Teptunis est un village du Fayoum, cette oasis qui n'est pas très loin du Caire maintenant. C'est un papyrus datable du IIe siècle. Le texte en hiératique, qui se présente sous la forme d'une liste de mots classés par catégorie, est truffé de gloses qu'on a rajoutées après coup, en démotique, la seule écriture qui était encore naturellement pratiquée, mais je vais y revenir, et dans ce qu'on appelle le vieux copte, autrement dit en lettres grecques, complétées par quelques signes supplémentaires correspondant à des phonèmes propres à l'égyptien. Alors, il n'y a guère de doute que ces gloses interlinéaires, ces notations ajoutées après coup, trahissent une incapacité de la part des utilisateurs de ce livre à maîtriser complètement le hiératique. Alors, le deuxième exemple vient du temple de Narbutis. On n'est pas très loin de Teptunis et date d'environ 200 après Jésus-Christ.
On y a découvert des ostracas qui comprennent un certain nombre d'exercices réalisés au cours d'un apprentissage des hiéroglyphes et du hiératique, dans ces fameuses maisons de vie dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ils sont remplis de fautes, qui témoignent des difficultés, évidemment, des élèves à maîtriser les hiéroglyphes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces exercices illustrent encore, comme pour l'onomasticon, le recours constant à des translittérations, là encore en vieux copte, ayant pour fonction d'aider l'élève à mémoriser les valeurs phonétiques des signes. Donc vous voyez, là, avec ces deux exemples, on assiste, disons, à la fin d'une culture et évidemment l'accompagnant à la disparition de ces formes d'expression. Alors qu'en est-il de la troisième écriture égyptienne, le démotique? Cette écriture, qui est encore plus cursive et correspondant, on va dire, à la langue parlée, était le médium écrit en vigueur aussi bien pour les inscriptions, la fameuse pierre de Rosette, que pour les textes littéraires ou les documents privés sur papyrus ou ostraca. Alors, contrairement aux deux autres écritures, elle ne se cantonne pas au sanctuaire. Elle est utilisée par tous les Égyptiens sachant écrire. Mais la conquête grecque, la conquête gréco-macédonienne, qui impose le grec, je l'ai dit, comme langue officielle, va peu à peu miner cette exclusivité. L'administration lagide, donc ptolémaïque, commença à limiter l'emploi du démotique dans les actes privés en obligeant à partir de 145 avant Jésus-Christ à enregistrer en grec les actes, les contrats rédigés en démotique dans les bureaux où étaient dressés les actes grecs pour qu'ils aient une valeur légale. Alors cela conduisit évidemment à une lente diminution de l'emploi du démotique dans les transactions qui s'accéléra brutalement à partir du Haut Empire, donc à partir de la conquête romaine, sous l'effet de la romanisation. Cette dernière imposa que dans les transactions entre particuliers, eh bien, le contractant appose une souscription détaillée en grec. Une souscription qui reprenne les termes du contrat, tout cela pour qu'un acte démotique puisse être valide et enregistrable. Alors, vous voyez, ces contraintes firent que, évidemment, l'usage du démotique pour les contrats finit par disparaître durant le 1er siècle après Jésus-Christ. On trouve encore quelques documents contractuels au-delà de 100 après Jésus-Christ, mais ils émanent de milieux purement sacerdotaux. Les derniers documents datent du début du IIIe siècle et trahissent une maîtrise de plus en plus incertaine de l'écriture, de la langue et du formulaire, au point que on n'arrive quasiment plus à les déchiffrer. C'est pour ça d'ailleurs que les derniers textes démotiques sont encore inédits. Dans le domaine purement privé, je veux parler évidemment des lettres que les simples particuliers pouvaient s'échanger. Le démotique ne s'utilise plus guère. On ne connaît qu'une dizaine de lettres à partir du 1er siècle après. Et la dernière date de 126-127. On le trouve autrement avec une plus grande fréquence utilisée pour des comptes et aussi pour les fameuses étiquettes de momies, qui sont les derniers exemples de l'usage documentaire du démotique. La dernière étiquette de momie attestée est de 273. Et là encore, nous sommes dans un milieu évidemment sacerdotal. Alors, tandis que le démotique documentaire, c'est-à-dire utilisé pour les documents de la vie de tous les jours, périclite, dès le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, la copie des textes littéraires, notamment des textes religieux, inversement s'intensifie entre le 1er et le 3e siècle, et le 2e siècle après Jésus-Christ, à l'abri des temples, comme dans une espèce de dernier sursaut. Mais cette poche de résistance linguistique, que sont les milieux de prêtres, va être elle aussi mise à mal par le régime romain, comme nous l'avons vu, avec la réduction puis la suspension des subventions accordées pour la construction et l'entretien des temples égyptiens. Le déclin des temples donc acheva ce qu'avaient bien entamé les réformes administratives, avec les sanctuaires disparurent non seulement les derniers utilisateurs du démotique, mais aussi, et j'insiste là-dessus, l'enseignement
de cette écriture qu'ils étaient les seuls à dispenser. Et ce qui est symptomatique, c'est de voir que on n'a plus de demandes oraculaires à l'époque romaine en démotique, elles se font petit à petit en grec. Donc quand on allait interroger la divinité dans un temple, on se met de plus en plus à utiliser le grec. Après le IIIe siècle, le démotique ne survit plus que sous la forme de graffitis sur les murs du temple de Philée, là encore Philée, lieu de pèlerinage fréquenté par des populations méridionales, les Blémis ou les Méroïtes, et qui était l'ultime bastion, on va dire, du paganisme en activité avant qu'il ne soit fermé par Justinien, le très chrétien Justinien, en 537. Alors le dernier, justement, graffito démotique, eh bien, il date de 452. Il est dû, comme on s'y attend, à un prêtre qui est prophète d'Isis. Et on peut dire que cette inscription signe non seulement la mort du démotique, mais aussi, on va dire, des écritures procédant du système hiéroglyphique. Parallèlement, dès la fin du IIIe siècle, les Égyptiens, qui avaient besoin quand même d'un médium écrit pour communiquer entre eux, durent inventer une nouvelle écriture pour faire face à la disparition du démotique. Alors, dans le contexte sociolinguistique d'alors, ils ne pouvaient que se tourner vers le grec, auquel ils empruntèrent l'alphabet, en y ajoutant, j'ai fait allusion tout à l'heure pour le vieux copte, quelques signes supplémentaires qui sont dérivés du démotique, et donc le copte était né. Ce fut la langue des Égyptiens désormais chrétiens, dont le développement contribua évidemment à hâter la disparition du démotique. Alors voilà très rapidement retracé le contexte dans lequel s'inscrivent les témoignages grecs sur l'écriture hiéroglyphique. C'est précisément quand l'écriture hiéroglyphique disparaît de l'espace public et privé qu'est composé le premier traité grec sur cette écriture, les Hieroglyphica de Kérémon, et que se multiplient chez les Grecs les allusions aux hiéroglyphes, comme si la raréfaction de ce médium écrit en faisait une curiosité d'antiquaire propre à susciter des œuvres littéraires. Alors, les auteurs grecs qui ont traité des hiéroglyphes sont de trois sortes. Il y a ceux qui ont laissé des traductions de textes hiéroglyphiques en grec. Alors, si je mets de côté des courtes inscriptions que certains auteurs se sont fait traduire sans qu'il soit possible de les identifier, nous n'avons qu'un seul traducteur, on va dire, qui rentre dans cette catégorie, un certain Appion. Deuxièmement, bien, ceux qui se sont intéressés en passant, on va dire, aux hiéroglyphes. Alors, je ne retiendrai ici que les deux plus significatifs, c'est-à-dire Diodore et Clément d'Alexandrie, et enfin, ceux qui ont écrit un traité consacré aux hiéroglyphes. Il n'y en eut que deux, Kérémon, j'ai déjà cité, et Horapollon. Alors, commençons par les traductions. Une seule doit retenir notre attention pour sa précision et sa qualité. Elle est citée par l'historien romain Ammien Marcellin, donc nous sommes au IVe siècle, dans ses Res Gestae. Alors je vous propose de lire le texte. Donc je vous donne la traduction. On voit gravé sur les obélisques une innombrable variété de formes ou de symboles que nous appelons hiéroglyphes, et qui sont les archives mystérieuses de la sagesse des temps d'autrefois. Figures d'oiseaux, de quadrupèdes, production de la nature ou de la fantaisie, est destinée à faire passer aux âges suivants la mémoire soit de faits contemporains, soit de vœux que les souverains d'alors ont formés ou accomplis. L'idiome des premiers Égyptiens n'avait pas, comme les langues modernes, un nombre déterminé de caractères répondant à tous les besoins de la pensée. À chaque lettre, chez eux, était attachée une valeur, la valeur d'un nom ou d'un verbe, et quelquefois elle renfermait un sens complet. Deux exemples suffiront pour en donner une idée. Un vautour désigne dans cette langue le mot nature, parce que cette espèce n'a pas de mâle
suivant les notions de la physique. Alors là, il y a probablement un problème de texte concernant le mot nature, ou alors il faut prendre le mot nature dans un sens particulier qu'il a en grec, c'est-à-dire de sexe féminin. Une abeille occupée à faire du miel exprime le mot roi, pour faire entendre que si la douceur est l'essence du gouvernement, la présence de l'aiguillon doit toutefois s'y faire sentir, etc. Quant à l'ancien obélisque, celui du Grand Cirque, Hermapion, continue Ammien Marcellin, Hermapion en a traduit en grec les inscriptions emblématiques. Et voici sa traduction. D'abord la face sud, première colonne d'écriture. Et là, Ammien, qui a écrit en latin, passe au grec. Il cite Hermapion, qui était un auteur grec. Alors, je donne la traduction que transmet Ammien Marcellin d'Hermapion. « Le soleil au roi Ramestès, je t'ai donné de régner avec joie sur la terre, favori du soleil et d'Apollon, puissant ami de la vérité, fils de Héron, issu d'un dieu, créateur du globe terrestre, toi que le soleil préfère à tous, Ramestès, enfant de Mars, à qui la terre est heureuse et fière d'obéir, roi Ramestès, fils du soleil, dont la vie est éternelle. » Bon, et suit la traduction ensuite des autres colonnes d'écriture. Alors vous voyez, après un passage assez convenu sur la nature des hiéroglyphes qu'Ammien Marcellin emprunte à des prédécesseurs et qui insiste sur la nature idéographique ou idéogrammatique de cette écriture, ainsi que sur sa valeur ou sa dimension de sagesse, l'historien romain cite une traduction d'un obélisque installé sur le Circus Maximus qu'il dit tirer d'un certain Hermapion. Alors là, il me faut immédiatement faire un correctif au texte d'Ammien. Il a été récemment montré de façon très convaincante qu'il y a une corruption dans les manuscrits et qu'il ne faut pas lire Hermapion, mais Appion. Alors, il se trouve qu'Appion est un intellectuel grec, alexandrin, qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, qui a enseigné la grammaire, mais dont malheureusement l'œuvre est perdue. Il serait presque inconnu sans le pamphlet que l'historien juif Flavius Joseph a rédigé pour réfuter ces accusations contre le peuple juif et qui est précisément intitulé « Le Contre-Appion ». On sait par cet écrit polémique et puis par des citations d'autres auteurs qu'Appion avait écrit un traité sur l'Égypte, Aegyptiaca, qui, dans son 3e livre, parlait justement des obélisques. Il est donc vraisemblable que la traduction d'Appion vienne de là. Alors cette traduction est la plus longue et la plus précise que nous ait léguée l'Antiquité d'un texte égyptien. On l'a depuis longtemps rapproché de l'obélisque au nom de Séti Ier et de Ramsès II, qui a été transporté à Rome par Auguste en 10 avant Jésus-Christ. Vous savez que les empereurs romains étaient fous d'obélisques. Ils ont décoré Rome avec de multiples obélisques prélevés en Égypte. Et cet obélisque se dresse maintenant Piazza del Popolo à Rome. On a pu faire correspondre pour des passages entiers la traduction grecque au texte hiéroglyphique, malgré des omissions, malgré des phénomènes de transposition ou de condensation. Alors intéressons-nous un petit peu au profil de l'auteur, au profil d'Appion. La conclusion à laquelle parvient Bérénice Lambrecht, qui est la dernière à avoir étudié de façon approfondie ce passage d'Appien, est la suivante. Les formules égyptiennes non traduites, les éventuelles erreurs dans la coupure des mots et surtout l'absence du nom de Séti en grec démontrent de la part du traducteur une connaissance imparfaite de l'écriture hiéroglyphique. Par contre, la traduction est rédigée dans un grec tout à fait correct. Le traducteur pourrait donc être un hellénophone ayant étudié l'ancien égyptien ou un lettré égyptien ayant de bonnes notions en écriture hiéroglyphique et parlant couramment le grec. Fin de citation.
L'identification de l'auteur de cette traduction avec le grammairien Appion, auteur d'un ouvrage sur l'Égypte, permet, je crois, d'être beaucoup plus précis. Malgré les débats qu'il y a autour du profil ethnique d'Appion, qui sont entretenus d'ailleurs par les allégations polémiques de Flavius Joseph, qui avait tout intérêt de faire d'Appion un Égyptien, il ne me semble pas faire de doute qu'Appion était un Grec, appartenant à la plus illustre tradition hellénique. Le fait qu'il ait été alexandrin le prouve bien, car vous le savez, les Égyptiens n'avaient pas le droit d'être citoyens de cette cité. Tout comme d'ailleurs le prouvent ses travaux en philologie homérique et ses productions poétiques grecques, travaux donc dans la tradition hellène, encore récemment mis en valeur par la découverte d'un papyrus qui donne une copie d'une inscription honorifique célébrant les talents du grammairien, enfin les talents d'Appion comme grammairien et comme poète. C'est donc en tant qu'érudit grec, passionné par la culture égyptienne, à laquelle il consacra un gros ouvrage, qu'Appion s'intéresse aux hiéroglyphes. C'est là un profil très proche de celui de Quirémon, le premier auteur d'un traité sur les hiéroglyphes, comme nous allons bientôt le voir. Appion en savait-il suffisamment sur l'écriture des Égyptiens pour traduire l'obélisque, ou a-t-il été aidé en cela par un prêtre égyptien? Je pense que la seconde solution est la plus vraisemblable. La traduction d'Appion est en tout cas un témoignage unique sur les hiéroglyphes. Il fut néanmoins, ce témoignage, méconnu des auteurs grecs postérieurs. Et le fait que ce texte n'est accompagné évidemment d'aucun, dans les manuscrits qui nous l'ont transmis, d'aucun dessin, d'aucun commentaire, et qu'il n'offre pas de repères suffisants pour permettre au lecteur de faire correspondre telle partie de la traduction avec telle face de l'obélisque, qui a empêché les savants de l'Europe moderne de l'utiliser comme un véritable texte bilingue capable de donner la clé des hiéroglyphes, comme ce sera évidemment le cas avec la pierre de Rosette. Ce fut là un regrettable rendez-vous manqué qui aurait évité bien des efforts et bien des dérives dans les études hiéroglyphiques pré-champollioniennes. Le premier auteur à avoir longuement parlé des hiéroglyphes est Diodore de Sicile, qui a consacré une partie de sa bibliothèque historique, dans son livre 1, à l'Égypte, Égypte qu'il a lui-même visitée en 60 avant Jésus-Christ, et c'est dans la partie de son livre 3, consacrée aux Éthiopiens, dont descendent les Égyptiens, selon une opinion qui était commune à l'époque, qu'il parle des hiéroglyphes. Alors, voici le texte. Donc, nous devons parler de cette sorte d'écriture qui, chez les Égyptiens, est appelée hiéroglyphe. Il se trouve que leurs signes d'écriture ressemblent à des animaux de toutes sortes, à des membres du corps humain, ou encore à des outils, spécialement à ceux du charpentier. Ce n'est pas, en effet, l'agencement des syllabes qui, dans leur écriture, rend l'idée à exprimer, mais une signification symbolique attachée aux objets qui sont copiés et une transposition imprimée dans la mémoire par un long exercice. Par exemple, il dessine un faucon ou un crocodile, ou encore un serpent, l'œil du corps humain, une main, un visage, etc. Ainsi donc, le faucon signifie pour eux tout ce qui se fait rapidement, parce que cet animal est probablement le plus rapide des oiseaux. Cette idée est alors transférée par un transfert métaphorique approprié à tout ce qui est rapide et à tout ce qui est approprié à la rapidité. Peu après, à peu près comme si on avait employé des mots. Le crocodile, de son côté, est le signe de toute méchanceté. L'œil, lui, est le gardien de la justice et le protecteur du corps entier, etc., etc. Alors, Diodore nous offre ici la première analyse un tant soit peu précise des hiéroglyphes. Il commence par rendre compte de la variété des signes, en ne se limitant pas, comme beaucoup de ses successeurs, aux seuls hiéroglyphes représentant des animaux. Vous savez que la zoolatrie des Égyptiens est un des thèmes qui a le plus fasciné, qui a le plus étonné les Grecs. Diodore inaugure ensuite le thème de la nature exclusivement symbolique des hiéroglyphes.
à l'opposé de l'écriture grecque, un thème qui sera constamment repris par les Grecs d'époque impériale, à une exception près. Son analyse du transfert métaphorique, il utilise ce terme en grec, est très intéressante et, pour être mieux comprise, doit être mise en rapport avec un texte encore plus riche qui est dû à Clément d'Alexandrie. Alors, c'est à Clément, le premier grand lettré grec chrétien, dit directeur du didascalé d'Alexandrie, vers la fin du IIe siècle, que nous devons la description la plus précise que l'Antiquité classique nous ait léguée sur les écritures égyptiennes. Elle se trouve dans le livre 5 de Sestromates, dans un chapitre qui est consacré au style symbolique des philosophes et théologiens. Pour rendre compte de ce style mystérique ou allégorique, il prend l'exemple des Égyptiens. Alors voici le texte. Ainsi, ceux qui, chez les Égyptiens, reçoivent de l'instruction apprennent tout d'abord la méthode d'écriture égyptienne qu'on appelle épistolographique. En second lieu, la méthode hiératique, dont se servent les hiérogrammates, c'est-à-dire les scribes sacrés. Enfin, ils achèvent par la méthode hiéroglyphique, qui, en partie, est syriologique. Alors, c'est un mot qui signifie qui exprime naturellement ou littéralement, au moyen de lettres primaires. Le texte grec emploie une expression sur laquelle je reviendrai, protastoikeia, et qui, en partie, est symbolique. En tant que symbolique, tantôt elle exprime littéralement par imitation, tantôt elle s'écrit au moyen de tropes, pour ainsi dire, ou encore elle est franchement allégorique, par l'usage d'énigmes. Ainsi veulent-ils écrire soleil, il faut un cercle, et pour lune, la forme d'un croissant. Ceci selon l'espèce qui s'exprime au propre. Passons à l'espèce des tropes. Ils opèrent des transferts, des changements selon un rapport d'affinité et gravent ainsi les signes en faisant des substitutions et en modifiant leur forme de diverses manières. C'est dans ce style qu'ils transmettent les louanges de leur roi par des mythes concernant les dieux et qui les inscrivent dans les bas-reliefs. Voici un exemple du troisième genre, celui qui utilise les énigmes. Ils représentaient les autres astres par des serpents à cause de leur course sinueuse, mais le soleil, lui, par un scarabée, parce que celui-ci façonne avec du fumier de bœuf une forme ronde qu'il fait rouler derrière lui. Cet animal, disait-il encore, passe 6 mois sous la terre et l'autre partie de l'année au-dessus. Il dépose sa semence dans la boule et engendre ainsi. Il n'existe pas de scarabée femelle. Voilà, ce texte est assez difficile, mais il est passionnant. Contrairement à Diodore, qui ne parle que de hiéroglyphes, Clément commence par différencier les 3 types d'écriture égyptienne en allant de la plus simple à la plus mystérieuse. Alors, je vous ai mis un petit schéma à l'écran qui, je pense, vous aidera. Alors, tout d'abord, l'écriture épistolographique, autrement dit, l'écriture pour écrire les lettres, qui sont les lettres, les textes, on va dire, par excellence de la vie de tous les jours. C'est le démotique. Vous avez ensuite le hiératique, écriture des hiérogrammates, et enfin les hiéroglyphes. Ils complètent les auteurs qui s'étaient intéressés à l'Égypte et qui ne distinguaient que 2 écritures, comme Diodore de Sicile, qui écrivait que les Égyptiens, ou qui avait écrit que les Égyptiens ont 2 écritures, l'une appelée démotique, que tout le monde apprend, et l'autre appelée sacrée, qui n'est apprise que par les prêtres instruits en secret par leur père. Alors, le terme d'épistolographique est très intéressant. Ce terme est un calque de l'égyptien serchet, écriture des lettres, écriture des lettres que l'on trouve, par exemple, dans la pierre de Rosette pour désigner le démotique. Il montre bien quelle était la sphère d'usage du démotique. Les lettres, plus largement, on va dire les documents, par opposition aux 2 autres écritures réservées aux textes religieux, écrits sur papyrus et gravés sur la pierre, autrement dit hiératique, littéralement
relatif au sacré, et hiéroglyphique, littéralement, inscription sacrée, hein, deux termes dont le radical hieros, sacré, renvoie directement à la conception que les Égyptiens se faisaient des hiéroglyphes, puisqu'ils les appelaient Medunetcher, parole divine. On notera que, à l'exception d'hiéroglyphiquer, la terminologie de Clément est totalement absente des documents grecs contemporains, où le démotique, quand il n'est pas tout simplement désigné par égyptien, est appelé écriture encoriale, c'est-à-dire littéralement l'écriture du lieu, du pays. Toujours est-il que l'on sent chez Clément, comme chez les autres auteurs qui ont parlé des 2 ou 3 écritures des Égyptiens plus tard, un étonnement face à une culture di- ou trigraphe si éloignée de la leur, puisque vous savez qu'en grec, on n'utilise qu'une seule écriture. L'intérêt du passage de Clément tient avant tout au fait que c'est le seul texte ancien qui présente, en allant beaucoup plus loin que Diodore, une théorie du système hiéroglyphique proprement dit, et non simplement, comme l'ont fait les autres auteurs grecs ou latins, des valeurs de signes hiéroglyphiques. La plupart se sont étonnés de voir que tel signe signifiait telle chose, etc. Et on fait des litanies comme ça d'équivalence, mais sans s'intéresser, on va dire, au mécanisme de la langue. Alors, malheureusement, l'obscurité de ce texte a fait couler beaucoup d'encre. Alors, Clément distingue 2 modes propres aux hiéroglyphes. Celui qui utilise des protastoikeia, c'est-à-dire des premières lettres, des premiers éléments, en vue d'une expression propre ou littérale, syriologique. Et celui qui utilise des symboles, symboliques. Comme l'ont montré les analyses modernes de ce texte, quand je dis moderne, c'est depuis en fait celle que proposa Le Trône dans le précis du système hiéroglyphique de Champollion en 1824. Les premiers éléments, les protastoikeia, font allusion aux hiéroglyphes à valeur phonétique, autrement dit fonctionnant comme des lettres de l'alphabet. C'est le sens que peut avoir stoikeion en grec. C'est la seule allusion dans la littérature antique à la valeur phonétique que pouvaient avoir les hiéroglyphes. Hélas, par son manque de clarté, elle n'aura pas retenu l'attention des anciens, qui étaient obnubilés par la valeur symbolique des hiéroglyphes. Si elle avait été bien comprise, eh bien, elle aurait permis de ne pas enraciner dans la culture occidentale le mythe de la nature purement mystique des hiéroglyphes que quelqu'un comme le père Kircher se plaira à élever au rang de dogme. Le mode symbolique désigne au contraire l'usage idéogrammatique des signes, sans aucune référence phonétique. Cet usage idéogrammatique peut fonctionner, nous dit Clément, de 3 façons différentes. La façon sériologique, c'est-à-dire littérale, le signe représente la chose de façon directe et claire, par imitation. Pour reprendre l'exemple de Clément, le soleil représente le soleil. Il peut procéder aussi de la façon tropique, par trope, c'est-à-dire par figure, façon figurée. Clément doit désigner ici l'usage figuré des idéogrammes impliquant une transposition, par exemple une métonymie, une palette de scribes pour dire scribe, la lune pour dire moi, etc. Alors, je dois dire qu'on comprend mal la raison pour laquelle il ajoute que c'est dans ce style que les Égyptiens transmettent les louanges de leur roi par des mythes, etc. etc. Bon. Et enfin, troisième façon, la façon allégorique qui utilise des énigmes. Clément désigne principalement les cryptogrammes des époques hellénistiques et romaines, qui étaient des savants jeux de mots sur la valeur iconique et phonétique des signes. Je vous donne juste un exemple à l'écran avec ce mot qui signifie littéralement « faire de l'eau », qui est constitué du hiéroglyphe de l'œil, faire, ensuite de ces 3 signes ondulés qui représentent l'onde, qui représentent l'eau,
et ensuite d'un déterminatif avec un homme et une femme, et puis le signe du pluriel qui signifie peuple ou homme. Et donc cette séquence qui doit probablement signifier remetch en copte romé, c'est-à-dire les hommes. Si toutefois on donne donc à l'œil, qui se dit en égyptien iri ou ir, la valeur d'un simple R, et à mou la valeur phonétique de M. Autrement dit, en mettant de côté les consonnes faibles. Et on obtient ainsi le mot rem, homme, au pluriel, avec une graphie qui joue sur l'idée que l'humanité serait née des larmes, de l'eau, du Dieu créateur. Vous voyez comment, en combinant ces signes, en leur donnant des valeurs phonétiques un peu particulières, on arrive à exprimer quelque chose de plus. Le texte de Clément est un cas à part dans l'écriture gréco-romaine qui ne s'intéresse pas au système de l'écriture hiéroglyphique proprement dit, mais aux résultats de ce système, c'est-à-dire aux valeurs qu'a pu avoir tel ou tel signe, et, pour le dire autrement, au rapport, parfois étonnant, pour un esprit grec entre signifiant et signifié. C'est ce que nous allons voir avec les deux auteurs de Hieroglyphica, c'est-à-dire de traités sur les hiéroglyphes qui nous sont connus. Alors le premier, c'est ce fameux Kérémon, dont j'ai cité le nom plusieurs fois déjà, mais dont l'œuvre entière est perdue. Grâce à diverses sources, nous savons que c'était un philosophe stoïcien et un grammairien qui enseignait à Alexandrie, peut-être à la tête de l'école grammaticale d'Alexandrie, ainsi que du fameux musée, jusqu'à ce qu'il devienne le précepteur de Néron. Outre des œuvres grammaticales et un traité sur les comètes, il écrivait une histoire de l'Égypte et un traité sur les hiéroglyphes, Hieroglyphica. Ce dernier n'est connu que par les citations non textuelles qu'en a fait un byzantin du XIIe siècle, Jean Tsetses, dans son exégèse de l'Iliade. Alors, le point de départ est une expression d'Homère qui, selon Tsetses, serait influencée par l'écriture symbolique des Éthiopiens. Par écriture éthiopienne, évidemment, il faut comprendre hiéroglyphe égyptien, comme on l'a vu avec le texte de Diodore. Alors, voici le texte de Tsetses. Dans leur désir de cacher leur théorie sur la nature des dieux, les anciens hiérogrammates les transmettaient à leurs enfants par l'entremise de tels symboles et lettres allégoriques, ainsi que l'explique le hiérogrammate Kérémon. Pour la joie, ils écrivaient ou dessinaient. En grec, on ne peut pas savoir si ça veut dire dessiner ou écrivait, c'est le même mot qui est utilisé. Donc pour la joie, ils écrivaient une femme en train de tambouriner, pour la tristesse, un homme se tenant le menton par la main et le regard baissé à terre, pour le malheur, un œil en train de pleurer, pour le fait de ne pas avoir deux mains vite tendues, etc. etc. Tsetses cite en tout 19 signes hiéroglyphiques. Alors les égyptologues de l'assistance auront reconnu les signes hiéroglyphiques dont parle Kérémon et les valeurs attestées d'une bonne partie d'entre eux, même si certains sont transmis par Kérémon de façon approximative. Par exemple, les deux mains tendues qui, selon Kérémon, signifient ne pas avoir, en fait, c'est la négation en grec, enfin en égyptien. C'est ne pas, et pas ne pas avoir. Ce qui est à noter surtout, c'est que certains des signes, et surtout des valeurs données ici, sont propres à l'écriture d'époque grecque, d'époque ptolémaïque. Et ils marquent un intérêt pour le stade ultime de l'écriture hiéroglyphique et des spéculations théologiques qu'elle reflète, comme l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Kérémon développe par ailleurs un thème qui était déjà en filigrane chez Appion, qui faisait, vous vous souvenez des textes hiéroglyphiques, les archives mystérieuses de la sagesse des temps d'autrefois, le thème qui accentué fera florès chez les érudits à partir de la Renaissance. L'écriture hiéroglyphique était utilisée par les prêtres pour cacher
au vulgaire la sagesse dont ils étaient dépositaires. Cette idée va nourrir une conception élitiste, une conception ésotérique des hiéroglyphes en tant qu'écriture destinée non pas à transmettre ou à montrer, mais à dissimuler de mystérieux secrets. Son plus ardent propagateur, et là encore le père Athanas Kircher, qui contribua à fourvoyer la recherche hiéroglyphique en la cantonnant à une espèce de quête mystique. Flaubert, d'ailleurs, s'en moquera dans son dictionnaire des idées reçues, en donnant cette définition exquisement ironique des hiéroglyphes, ancienne langue des Égyptiens inventée par les prêtres pour cacher leurs secrets criminels et dire qu'il y a des gens qui les comprennent. Bon, il rajoute aussi, mais c'est peut-être une blague. Il est néanmoins difficile de se faire une idée du traité de Quirémon, étant donné le peu qui nous en est parvenu, qui plus est de façon très, très abrégée. Je voudrais en revanche revenir sur la personnalité de Quirémon, qui me semble avoir fait l'objet d'un contresens. La connaissance qu'il paraît avoir eue des hiéroglyphes, tout autant que du milieu sacerdotal, son intérêt pour l'astrologie, qu'atteste son traité sur les comètes et divers autres fragments, ont conduit les modernes à suivre Tsétsès, qui faisait de Quirémon un hiérogrammate, c'est-à-dire un scribe sacré, un prêtre scribe. Autrement dit, donc, un prêtre égyptien qui s'adonnait à la science hiéroglyphique. On a fait de Quirémon une espèce de Manéthon du Haut-Empire, un de ces prêtres égyptiens suffisamment hellénisés pour faire le trait d'union entre culture grecque et culture égyptienne traditionnelle. Pour cette raison, on en est venu à gommer les traits de la personnalité de Quirémon qui ne cadrait pas avec ce profil. On a ainsi douté qu'il ait été philosophe, à plus forte raison stoïcien. On a pu s'étonner d'une certaine distance, typiquement grecque, face à la culture égyptienne. C'est qu'en fait, Quirémon n'a rien d'un Égyptien. Et à plus forte raison, je dirais, d'un prêtre égyptien. Il porte un nom grec, son père s'appelait Léonidas, qui est un nom aussi bien grec. Il professe la philosophie stoïcienne et la grammaire grecque à Alexandrie, cité, je l'ai dit, purement grecque. Son intérêt pour la culture égyptienne pharaonique, en fait, n'est que ethnographique. Il est de l'ordre de la curiosité intellectuelle, comme pour beaucoup d'autres auteurs grecs, dont notamment Appion. Appion, vous vous souvenez de ce que je vous en ai dit, qui présente un profil étonnamment proche de celui de Quirémon. Ils ont été tous les deux grammairiens à Alexandrie. Ils ont ensuite eu une activité d'enseignement à Rome, le premier sous Tibère et Claude, le second sous Néron, dont il fut le précepteur. Ce sont tous les deux des Grecs qui se sont intéressés à l'Égypte et à ses traditions et ont composé des Aegyptiacas. C'est un type d'intellectuel grec que l'on va retrouver chez l'autre auteur de Hieroglyphica, je veux parler d'Horapollon. Alors, Horapollon a non seulement écrit un traité entier sur les hiéroglyphes, mais heureusement préservé. Contrairement à celui de Quirémon, il nous est parvenu intégralement. Son auteur est par ailleurs bien connu par diverses sources, et notamment un papyrus, qui permettent de reconstituer son milieu et sa carrière. Alors, il était membre d'une famille typique de l'élite grecque païenne de l'Antiquité tardive, son grand-père Horapollon l'Ancien, originaire des environs de Panopolis, en Thébaïde, enseigna la grammaire et la littérature grecque à Alexandrie, puis à Constantinople. Et il écrivit des ouvrages sur Sophocle, Alcée, Homère, des auteurs bien grecs. Il eut deux fils, Asclépiadès et Raïskos, nés vers 425, qui s'engagent dans la défense du paganisme égyptien. À une époque, je vous le rappelle, l'Égypte, comme d'ailleurs l'Empire, sont chrétiens. Alors, Asclépiadès est l'auteur d'un ouvrage perdu intitulé « Sur les antiquités d'Égypte ». Son frère Raïskos participe activement à la résistance païenne au milieu d'un groupe de jeunes fanatiques et d'après Damassus.
Alors je le cite, « Quand Éraïskos fut mort, Asclépiadès se préparait à accomplir les rites usités par les prêtres, entre autres à entourer le corps de bandelettes osiriaques. » Donc on a affaire à une momification en plein 5e siècle après Jésus-Christ, ce qui est absolument incroyable. Le fils d'Asclépiadès fut Horapollon le Jeune, notre Horapollon, l'auteur du traité sur les hiéroglyphes, qui continua l'œuvre de son père et fut professeur à Alexandrie dans le dernier tiers du 5e siècle. Alors que cet Horapollon, dont le profil est ainsi restitué par les sources, ait composé un traité sur les hiéroglyphes, n'étonnera évidemment pas du tout, bien au contraire. Alors regardons ce traité d'un peu plus près. Je vous donne juste deux extraits qui vous donneront un petit peu l'idée de son contenu. Le premier, ce qu'ils, c'est-à-dire les Égyptiens, signifient en dessinant le vautour. Lorsqu'ils veulent écrire la mer, la vue, la limite, la prescience, l'année, la voûte céleste, le miséricordieux, Athéna, Héra ou deux drachmes, il peigne un vautour. Et alors ensuite, il va donner la raison pour chacune de ces valeurs. La mer, parce qu'il n'existe pas de mâle dans cette espèce d'oiseau. Or, voici comment ils sont engendrés. Lorsque le vautour femelle désire concevoir, il ouvre sa vulve dans la direction du vent du nord et se laisse féconder par celui-ci pendant 5 jours, durant lesquels il ne prend ni aliment ni nourriture, tant est ardent son désir de procréer. Il y a encore d'autres espèces d'oiseaux qui conçoivent du vent, mais dont les œufs ne sont bons qu'à être mangés et non à produire des êtres vivants. Mais lorsque les vautours sont fécondés par le vent, les œufs qui en proviennent produisent des êtres vivants. Je ne sais pas s'il y a des zoologues dans l'assistance, ils doivent frémir en lisant ce genre de choses. La vue, parce que le vautour a la vue plus perçante qu'aucun autre animal. Il regarde vers le couchant quand le soleil se lève et vers le levant quand le soleil se couche, découvrant à une très grande distance ce dont il a besoin pour sa nourriture. Bon, etc. Je vais pas vous imposer la lecture des autres valeurs du vautour. Passons au deuxième extrait. Comment il signifie un être rapace, prolifique ou furieux ? Quand ils veulent signifier un être rapace, prolifique et furieux, ils peignent un crocodile parce qu'il est meurtrier, prolifique et colérique. Car lorsqu'il ne réussit pas à ravir ce qu'il veut, irrité, il se déchaîne contre lui-même. Curieux. Alors, on voit qu'Horapollon part tantôt du signifié, tantôt du signifiant. Il donne, dans ses 189 sections, l'explication d'environ 200 hiéroglyphes. On aura remarqué qu'à ces deux exemples, les rapports qu'entretient Horapollon avec ses prédécesseurs. On retrouve des similitudes, par exemple, avec Diodore, concernant le crocodile. Alors, il est vrai que le fond est véridique. Le crocodile, effectivement, est le déterminatif du mot égyptien seken, être avide, rapace, ou de mots signifiant l'agressivité. Donc, vous voyez, seken, ce qu'on appelle le déterminatif, ce signe-là, c'est un crocodile. Donc, il y a un fond véridique. Voici un exemple, et c'est le cas d'un certain nombre de signes traités par Horapollon. Mais les explications sont parfois entre les auteurs dont Horapollon aurait pu... Enfin, les auteurs qui ont parlé des hiéroglyphes avant Horapollon et Horapollon, les explications sont parfois différentes. Ce sont d'ailleurs les explications que donne Horapollon au rapport qui motive le signifiant, le rapport entre signifiant et signifié, qui font à la fois son intérêt pour l'histoire culturelle et les limites de son traité dans le domaine de l'égyptologie. Si les signes et leurs valeurs sont souvent correctes, la justification du rapport entre les deux est presque toujours fausse. Vous l'avez vu avec le cas du vautour. C'est qu'Horapollon, en fait, ne tient jamais compte, et là c'est très important, ne tient jamais compte de la valeur phonétique du signe, dont il n'a évidemment pas connaissance. Et il y substitue un savoir qui relève de traditions, notamment zoologiques grecques. Alors, pour résumer les choses, on a donc, avec Horapollon, le premier traité grec sur les hiéroglyphes conservé, écrit par une personnalité connue, dont le profil correspond parfaitement
à l'objectif. Le profil, je vous ai dit, c'est un païen convaincu qui défendait la culture égyptienne, dont le profil correspond parfaitement à l'objectif du traité et qui tente de faire donc une synthèse entre la culture égyptienne qu'il admire et la grecque à laquelle il appartient. Alors tout cela est très beau, ça a l'air parfait sur le papier, mais voilà, je crois que tout cela est faux. Comme j'ai essayé de le montrer récemment dans un colloque que j'ai organisé ici même sur Aurapollon, l'attribution à Aurapollon du traité qui nous a été transmis sous son nom est des plus douteuses. Nous n'avons aucune mention de ce traité dans les sources anciennes. Par ailleurs, de nombreux indices militent en faveur d'une rédaction postérieure à la fin de l'Antiquité. Et pour ma part, j'y vois une compilation maladroite faite par un Byzantin à partir du traité de Carémon. De Kérémon qui l'aurait mise sous son nom, qui ancrait l'œuvre dans le milieu du dernier paganisme, puisque je vous ai dit, Aurapollon était connu pour être un païen, et qui, par l'équivalence qu'il affiche entre un dieu égyptien et grec, Horus Apollon, Aurapollon vient de ces deux noms, résumait à lui seul le programme de l'ouvrage, celui de donner l'équivalence grecque de signes égyptiens. Alors, si cette hypothèse dépouille l'Antiquité du seul traité sur les hiéroglyphes qui nous soit parvenu, elle nous permet peut-être d'en savoir un peu plus sur le traité perdu de Kérémon, même si évidemment il n'est pas facile de démêler ce qui est de ce dernier et de ce qu'a rajouté le compilateur. En tout cas, les hiéroglyphes que documente Aurapollon, ou plutôt le pseudo-Aurapollon, ou Kérémon, relèvent pour une grande part du système de la cryptographie ptolémaïque ou romaine. C'est un état ultime de l'écriture hiéroglyphique que documente cette œuvre, un état dans lequel les jeux sémantiques sur les rapports signes et sens prennent le pas sur les mécanismes normaux de l'écriture. Alors nous arrivons au terme de ce panorama. S'il fallait résumer l'enseignement de ces textes, c'est que, à l'exception d'une phrase, par ailleurs obscure, chez Clément, les Grecs sont tous tombés dans le même contresens. Ils ont développé le fantasme d'une écriture purement iconique qui aurait aboli le lien arbitraire et conventionnel entre signifiant et signifié. Ça en aurait fait une espèce d'écriture naturelle, paradoxalement propice aux pensées les plus élevées, les plus philosophiques. Deux auteurs, d'ailleurs, résument bien cette propension des hiéroglyphes à exprimer des idées philosophiques. C'est Plutarque, au IIe siècle, dans Isis et Osiris, qui, au sujet de Pythagore, nous dit « Pythagore imita leur manière symbolique, c'est-à-dire la manière des Égyptiens, leur manière symbolique et mystérique, en incorporant sa doctrine dans des énigmes. Les préceptes pythagoriciens ne le cèdent en rien au caractère hiéroglyphique. » Et surtout, c'est Plotin, au IIIe siècle, qui a développé cette idée des hiéroglyphes comme écriture mystérique et propre à exprimer les mystères les plus complexes. Dans ses Énéades, je vous donne le texte de Plotin à l'écran. Pour désigner les choses avec sagesse, les sages d'Égypte n'eussent pas de lettres dessinées qui se développent en discours et en propositions et qui représentent des sons et des paroles. Ils dessinent des images dont chacune est celle d'une chose distincte. Ils les gravent dans les temples pour désigner tous les détails de cette chose. Chaque signe gravé est donc une science, une sagesse, une chose réelle saisie d'un seul coup, et non une suite de pensées comme un raisonnement ou une délibération. C'est ensuite que de cette sagesse vient une image qui est une autre chose, toute déroulée, qui se formule en une suite de pensées, qui découvre les causes pour lesquelles les choses sont ce qu'elles sont, qui fait admirer la beauté d'une pareille disposition. Ce contresens sur l'écriture hiéroglyphique est nourri du côté des Grecs par la conjonction de deux phénomènes.
la croyance millénaire en une Égypte mystérieuse et sage, qui rencontre le courant platonicien qui exalte l'allégorie, qui exalte la transcendance et le passage à l'instancité d'un de ses plus grands représentants, Plotin, et je crois à cet égard suffisamment explicite. Et du côté égyptien, ce malentendu s'appuie sur la nature même des hiéroglyphes, à savoir leur caractère iconique, concret, et l'usage de déterminatifs, ainsi que les tendances de l'écriture cryptographique gréco-romaine, où la différence entre écriture et iconographie a tendance à s'estomper. Avec la connaissance de plus en plus faible de l'écriture hiéroglyphique, ces tendances vont être déformées, vont être caricaturées et faire l'objet d'exégèses aussi enthousiastes que malheureuses de la part des Grecs, et non d'Égyptiens hellénisés, comme on l'a souvent cru, des Grecs en quête d'une langue idéale. Mais finalement, à y regarder de près, les Grecs n'auront fait que théoriser ce que les derniers hiérogrammates égyptiens tentèrent de pratiquer. Cette écriture idéale et idéale dont parle Plotin n'est pas si éloignée du but qu'ils recherchaient dans cette fameuse cryptographie d'époque gréco-romaine. Les Grecs livrèrent en tout cas à l'Occident, surtout grâce à Horapollon, le mythe d'une écriture iconique, emblématique, qui nourrira la pensée et l'art du début de l'époque moderne et dont la deuxième section de l'exposition, que vous avez peut-être visitée, nous donne à voir, ou vous donnera à voir, quelques-uns de ces plus prestigieux témoignages. Je vous remercie.